Merci, merci. Ça, c'est la Suède. Peut-être surprenant que ces froids suédois protestants dansent un tango le soir. Ah, ça parle d'un changement de culture que même la rue peut être un espace public pour changer un peu la vie. Et c'est pour qui les villes? C'est pour les bagnoles ou pour les gens? Et ces questions de durabilité, hein, bon, on n'a pas besoin de comprendre le japonais pour comprendre ça. Et depuis longtemps, on a compris qu'il y a une relation entre l'espace, les bagnoles et la même quantité de gens peut me mettre dans un bus ou sur le vélo. Bon, c'est pas des nouvelles, ça, on connaît ça tout très bien. Et nous parlons souvent de la durabilité. Ça fait un petit coin vert qui parle de, je sais pas, des animaux, biodiversité. Mais pour nous, c'est important. Mais pour nous aussi, qui travaillons avec les villes, les questions de durabilité, c'est aussi important pour l'économie et pour les aspects sociaux. Et ça fait qu'il y a une espèce d'échange dans les trois coins de durabilité. Et je vais revenir à ça vers la fin. C'est la semaine du piéton, très important. On commence toujours, la première presse de la ville, c'est la marche. Nous sommes tous piétons. Même eux, nous qui avons des voitures, on s'est aussi promener. Nous avons trouvé, parce que nous avons commencé avec les piétons, les gays, on a trouvé que les vélos sont les amis. Et c'est assez facile, ça prend 1 seconde de descendre de son vélo, il devient piéton. Et c'est clair que nous sommes aussi amis avec les transports en commun, mais peut-être la pièce finale, plus importante, c'est les espaces publics. Je suis juste où je descends de bus, quand je monte de métro, où est-ce que j'arrive? Est-ce que j'ai envie de rester dans cet espace? Et c'est juste ça qui fait les bons espaces pour les gens. L'histoire du bureau de Jan Gehl, le premier livre, Life Between Buildings, mais finalement, je préfère le titre Love Between Buildings parce que c'est une histoire d'amour. Jan Gehl, architecte, qualifié dans les années 60, tombé amoureux d'un psychologue. Et elle a dit qu'elle ne veut jamais sortir avec un architecte. Il a parlé de Le Corbusier, il a parlé de modernisme, elle n'est pas intéressée parce qu'elle savait les architectes, même les planificateurs avec leur crayon vert, n'ont vraiment pas compris, fait des endroits pour faire bon vivre les gens. Les enfants qui n'arrivaient pas à trouver leur appartement en rentrant de l'école parce que tous les appartements sont les mêmes. Ça fait, elle a mis Jan sur le pupitre pour reprendre, et lui, elle a commencé à étudier la relation entre le comportement humain et les espaces publics, l'environnement physique. Pour la plupart, nous connaissons tous ces images des grands architectes, grands planificateurs autour de leur modèle, faisant leur composition très de bonnes proportions, comme ça. On peut le refaire plusieurs fois pour vraiment avoir la meilleure composition. On est connaissé aussi les villes comme Brasilia, superbe, ça fait comme un grand oiseau. Mais quand on est par terre, je ne vois pas l'oiseau. Je comprends seulement que les architectes d'urbanisme n'ont pas compris c'est comment pour moi tous les jours de marcher à pied dans son environnement sans protection de l'ombre, sans quelque chose d'intéressant à voir. Ça fait toujours que Jan et nous rentrons au bon endroit où on trouve l'échelle humaine. Cette année à Venise, maintenant Jan, avec ses 76 ans, toujours actif, toujours enthousiaste, champion de la ville. Les livres ont traduit en plusieurs éditions, en plusieurs langues. On est très fiers qu'en Chine, on a vendu 200 000 de copies de livres. Mais quand regardons le charmant nouvelle ville de Haifa Bennu, vraiment, on se demande, est-ce que quelqu'un l'a lu? Personne n'a compris. Même à Copenhague, on peut se demander avec les banques du design, les poubelles du design, les bâtiments des grands architectes, qui vraiment pas dans l'envie de rester. Personne n'est là. Et on parle de la ville sans gens, la ville sans personne. Et même qu'on a les meilleurs granites, les meilleurs détails,
c'est pas donner envie. On fait toujours les endroits qui donnent pas envie aux gens. Et c'est peut-être notre but avec les Gale Architects, nous, les anciens étudiants de Yann. Yann, avec ses 64 ans à ce moment, il a commencé, au lieu de prendre sa retraite, on a commencé à faire un bureau pour faire appliquer tous les idées. Toujours, nous étudions le comportement des gens. On regarde, au lieu de commencer un projet tout de suite, on compte, on regarde, on trouve des informations qualitatives, quantitatives de les villes pour comprendre comment faire. Et travaillons pas seulement avec le design et chez l'humain, mais aussi pour partager nos connaissances, travaillons avec les privés, les publics, les NGO. Mais toujours, nous commençons avec des informations. On étudie les villes, on essaie de comprendre, on essaie partout dans le monde, même à Londres, Melbourne, Sydney, New York, et je vais parler de quelques de ces projets. Et c'est juste ça qui nous a inspiré à travailler. Du coup, nous travaillons récemment à Christchurch, après le tremblement de terre, travaillant avec les citoyens. Nous avions fait un projet de collaboration avec la ville. Ça fait que les citoyens eux-mêmes ont décidé le sujet, comment refaire la ville. 106 000 idées des citoyens ont été reçues. Et avec ces 106 000 idées, on a dessiné une ville à l'échelle humaine comme les citoyens voulaient. Nous avons travaillé aussi pendant 20 ans à Melbourne, pays classique de la Nouvelle-Monde, à se retrouver sa échelle humaine, et un peu partout, les pays arabes, en Angleterre, ils sont toujours avant et après, et même peut-être plus connus, New York. Mais on commence où? On commence toujours avec les gens, et mieux comprendre les gens. Et c'est vraiment c'est l'histoire d'amour entre Yann et Ingrid, l'architecture et psychologie. On connaît bien l'histoire du panda. Demandez aux enfants, aux petits-enfants, il faut raconter qu'est-ce que c'est le bon environnement pour le panda ou le delphin. On sait très très bien. Mais qu'est-ce qui fait un bon milieu pour les petits-enfants humains? On sait bien que les cultures sont différentes. Et c'est clair, même localement, j'ai besoin juste de prendre le train de Québec à Montréal pour expérimenter un changement de culture. Les climats, et nous Nordiques savons bien que le climat affecte le comportement des gens, mais nous trouvons toujours, il y a un aspect universel que comment les gens s'habitent leur ville, comment le comportement des gens en ville, c'est universel. Et c'est assez simple parce qu'on parle de l'animal qui marche. Et le mot plus difficile de soirée pour moi, c'est chasseur-cueilleur. Oh. Le Homo sapiens, ça c'est nous. Ça c'est nous. Il faut penser à l'histoire de l'humanité, c'est nous, les chasseurs-cueilleurs, qui, dans ces derniers secondes d'histoire, habitent dans les villes. Mais il faut penser toujours, c'est le plus important, que nous, comme animal, on a trouvé un balance. Au lieu de 4 pas, 2 pieds, 2 armes, 2 bras libres, 2 mains libres, pour prendre pierre, pour jeter, pour attraper le cochon, pour chercher les petits champignons et les fraises dans la forêt, et tout à apporter chez nous. Et c'est ça qui a fait la possibilité pour conquérir la planète. Marcher à 2 pieds, 2 mains libres, maintenant c'est le téléphone mobile, c'est le shopping, mais c'est le même phénomène. La journée la plus importante de sa vie, quand on prend ses premiers pas soi-même, moi je suis le parent de Harris, ici avec ses 13 mois, j'étais là jusqu'au moment où j'avais mon téléphone, j'ai pensé, oh il est cute, et tout à coup, Harris, on voit ici, il a vu un petit chien. Et c'est si passionnant, on a oublié que ça n'avait pas marché lui-même. Il a commencé, et moi, je n'ai pas vraiment compris. Henri, son père, a commencé à pleurer, a téléphoné sa femme. Il marche. Et c'est nous sommes tous ces petits animaux. Des animaux marchants, les petits chasseurs-cueilleurs, cherchant les opportunités, cherchant les possibilités. Il y a un moment, lentement, doucement, toutes ces sensibilités. On commence avec les petits chiens. Maintenant, Harry, c'est à 7 ans et les voitures sont encore plus intéressantes. Bientôt, c'est les filles.
Et bon, après ça revient à les voitures, je crois. Mais nous sommes tous dans le même paquet, tous la même taille. Dans ma famille en Écosse, j'étais toujours grand David, le plus grand de ma famille. Et puis je suis venu en Suède, tout à coup j'étais petit David. Mais c'est quand même, c'est une différence de 10, 15 cm. On est plus ou moins tous dans le même paquet physique. Tous des citoyens de la Terre. Et tout le monde travaille avec un paquet du sang. Et je crois souvent, pour les architectes, urbanistes, designers, on est vraiment attrapé par le visuel. Mais les vraies expériences importantes sont les importants sensuels. On parle de sensualité. Ça fait la vie, les environnements entre nous qu'on écoute, qu'on sent, qu'on touche, qu'on goûte. Tout ce qui est fait touche tous les sens, qui approche tous les sens, ça nous frappe beaucoup plus profondément. Il n'y a aucun marchand du monde qui ne comprend qu'il faut faire monter, faire élever les légumes, les fruits plus proches au visage pour faire envie, pour sentir, pour faire envie de toucher, pour faire voir la qualité. Et c'est clair qu'il faut être plus proche de ce paquet sensuel. Le fait qu'on marche, je trouve que c'est assez intéressant parce que il n'y avait pas toujours les sols, il n'y avait pas toujours les trottoirs, il n'y avait pas toujours les planchers. On regarde beaucoup par terre quand on marche. On n'arrive pas à vraiment marcher comme ça. On a besoin peut-être il y a des trous, peut-être il y a des serpents, je ne sais pas, c'est tout pour survivre. On regarde beaucoup par terre et ça fait que l'expérience de la sol est très importante. Quand on fait visiter les villes comme Venise, avec ses sols magnifiques, c'est une grande expérience. Toute l'histoire d'architecture, c'était les mosaïques, les marbres, les tapis de Persie. C'était vraiment une grande expérience parce qu'on expérience beaucoup la plancher. Et la différence entre les planchers différents nous frappe beaucoup. Aussi, l'expérience des premiers 3 mètres du bâtiment. Les marchands, les petits magasins ont bien compris ça et ont tout fait pour nous séduire. Avec les détails, les petites choses intéressantes qui attrapent nos intérêts. Et nous sommes des animaux très curieux, toujours cherchant les opportunités. Ça fait que peut-être il y a un petit chien, peut-être il y a les chaussures, le sac que je cherche. Parce qu'on est toujours, on cherche peut-être des choses différentes maintenant, mais c'est toujours chasseur qu'ailleurs. Et les phénomènes, c'est assez intéressant parce que les premiers 3 mètres. Ici, dans la vieille ville de Stockholm, après 3 mètres, c'est un bâtiment assez simple. Parce qu'on a compris, il faut concentrer toute cette expérience au niveau des yeux, au niveau à l'échelle humaine. Et on peut aller à la vieille ville de Québec, c'est exactement la même chose. Les premiers 3 mètres, plein de richesses, des détails, parce que c'est universel. On sait que c'est très rare que les gens regardent. Non, vous avez tous connaissez les films de Robin Hood. Qu'est-ce qu'il fait Robin Hood pour se cacher du sheriff de Nottingham? Il monte dans un arbre. Chaque film est mort dans le bois de Sherwood, dans l'arbre. Et on connaît bien ce, c'est parce qu'on ne regarde pas en haut, les premiers 3 mètres. Mais tout ce qui donne l'envie, tout ce qui nous séduit, on peut faire le contraire aussi. Grand architecte danois, ça c'est le marbre du Carrera, très cher, très chic. Mais dans un microseconde, le cerveau l'a dit, bah, il n'y a rien pour vous ici. Vous ne trouverez pas des petits chiens ici, des fruits. Vous jamais trouver ces chaussures ici. Vous ne trouverez jamais l'amour de ta vie dans ces roues-là. On ne va pas gaspiller nos temps pour passer dans une rue comme ça. On sait ça bien. Et malheureusement, il y a des rues comme ça aussi à Québec, même à Montréal. On est bien plein dans toutes les villes du monde. On a les rues comme ça qui ne donnent pas envie de promener. Et ça fait que 10 mètres ou 20 mètres, mais juste quand je prends mon propre énergie à moi, ça fait beaucoup. Autrement, on apprend que si on vraiment pour ouvrir les façades, sentir le café,
écouter la musique ou le son de machine à espresso, le cappuccino, ça donne envie. On sait que les gens marchent plus lentement, prennent plus de temps en des rues comme ça, qui donnent plus pour les sens, les expériences sensuelles. Ou parce qu'on est très, très curieux, même dans la rue ici à Copenhague, les gens sont à l'aise, ils prennent leurs cigarettes, regardent par la fenêtre, et la fille sur le vélo, elle dit, qu'est-ce qu'il voit là? C'est sûr qu'il voit quelque chose. Et nous sommes curieux, peut-être aussi des opportunités. Et c'est très marrant de regarder dans les rues comment le comportement des gens. On peut faire tricher les gens, on regarder comme ça, et tout à coup tout le monde regarde aussi. Parce qu'on est très curieux, on cherche toujours les possibilités. Autre aspect du comportement humain, nous sommes très sociaux. Nous maintenant, je ne sais pas si c'est l'influence latine, argentine, du Vatican, que les religieuses à Rome commencent à flirter. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est clair, c'est très intéressant. Et peut-être parce que dans la vie moderne, nous vivons tout seuls dans ces petits appartements. Pense à l'histoire de l'humanité, l'histoire de ces chasseurs-cueilleurs, les tribus, les clans, les grands villages, les grandes familles. Toute l'histoire de l'homme, et c'est juste ce microseconde que nous habitons tout seuls, que nous travaillons tout seuls pendant toute la journée avec l'ordinateur. C'est pas naturel. Et c'est clair, c'est attirant de sortir dans le monde. Pourquoi on ne regarde pas les programmes, les documentaires sur l'écologie à la télé? C'est beaucoup plus intéressant avec Big Brother et les soap operas, parce que ça nous donne ce qu'on manque, le contact avec l'humanité. Et nous sommes tellement intéressés par le comportement humain. Et on voit que si on est étudiant à Copenhague ou pêcheur danois, immigré grec à Stockholm, dans la rue en Inde, et même sur la plage à Rio, tout le monde comprend l'importance d'être plus proche. Et le fait de s'approcher, la différence entre 3, 2 et 1 mètre, ça fait une différence énorme. On peut regarder, on peut comprendre les émotions dans un sens complètement différent. On peut regarder les détails importants. On peut voir si elle est mariée ou non. Tout ce que c'est intéressant, tous les bijoux, tout ce qui est intéressant, ça passe dans 1 ou 2 mètres. Aussi important parce que pour la planification, nous parlons toujours on fait 10 mètres de plus pour être sûr, 20 mètres de plus pour le parc public, 200 mètres de plus pour être plus sûr. Mais nous savons que les meilleurs endroits sont tout petits, très intimes. Il y a aussi quelque chose qu'on cherche. L'échelle humaine, on cherche à être confortable. Et c'est un truc d'être plus sûr, sécurité, survivre. On est toujours à l'aise quand on a quelque chose, un mur comme copain. Si on donne ses sapots pour qu'ils nous donnent plus confortable, même dans les villes dangereuses comme Québec, la femme peut prendre son ordinateur dans un espace public parce qu'elle est confortable, elle est à l'aise. Ce petit garçon peut se mettre dans la porte d'une magazine où il regarde, il apprend, parce qu'il n'y a rien si intéressant que le regarder les gens. Même les Suisses en jouant en échec, c'est pas hyper intéressant, mais c'est quelque chose. Et ça me donne, avec ma vie triste en solitude, ça me donne la possibilité de me donner une espèce de légitimité, d'être dans l'espace public, debout, regardant quelque chose. Et je peux, avec légitimité, commencer une conversation avec quelqu'un. Oh, comme il est nul, lui. Oh, moi, j'ai beaucoup mieux que lui. Et ces tout petits trucs, mais dans notre vie moderne, triste, isolée, ces contacts sont très importants. Et c'est clair que c'est fascinant. Et j'espère que maintenant tout le monde devient étudiant de comportement humain. Regardons comment on regarde, les autres gens regardent, les autres gens, comme un enfant ici, un enfant au Mexique, il apprend tout ce qui est intéressant, tout ce qui est passionnant dans la vie. Et ça continue aussi chez les adultes. Peut-être ils regardent les choses différemment, mais c'est quand même le même phénomène. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures, il n'y a rien
qui est si intéressant que regarder les gens. À Oslo, en Norvège, ce serait le plus cher café de sa vie. J'ai besoin de $25 pour le café. Mais c'est clair que les Norvégiens, c'est aussi qu'on prend un café chez soi pour 10 cents. Mais on n'achète pas le café. On achète la participation en société. On est parti du monde. Juste d'être là au soleil avec l'humour, regardant la vie, c'est superbe. Et ces questions d'échelle humaine, on sait tout bien comme les enfants sont si heureux quand quelqu'un finalement comprend j'ai que 1 mètre de longueur. C'est bien, je suis heureux, quelqu'un le comprend. Mais c'est la même chose pour les adultes. Même les Français n'aiment pas la défense. Les Danois aussi ont des difficultés avec la nouvelle ville où l'échelle est trop grande. On cherche toujours les endroits qui sont plus intimes, on est plus proche. Même, il y a beaucoup de monde. C'est une attraction. Et aussi dans ces questions pour comprendre le comportement des gens et l'histoire de l'humanité, l'importance de ces contacts avec la nature, la biophilie, comment on aime bien le bien-être avec la nature. Dans toute l'histoire de l'humanité, le son de l'eau qui court était important parce que ça fait, c'est-à-dire survivre. Et ça, c'est pourquoi dans tous les parcs, l'espace public, le son des fontaines est toujours important. À Stockholm, on a travaillé activement avec les lots qui courent beaucoup pour faire qu'on entende l'eau et pas les voitures, dans un sens de bonheur. Ici, dans un des endroits plus pauvres de Mexique, l'importance d'un arbre. Et c'est les bâtiments classiques, l'architecte, la peinture orange peut faire les gens heureux, mais l'importance d'un arbre, ça fait du Valium pour les pauvres. Parce qu'en sortie d'un petit appartement de 20 mètres carrés, on écoute le chant des oiseaux, on voit les changements des saisons, et c'est pas cher planter les arbres. Mais quelle différence ça fait? On peut commencer à parler des questions de santé. La santé des gens, la santé publique. À un moment, on peut penser. Donc c'est toujours rigolo parce que il y a tout aux États-Unis. Mais vous comprenez bien l'ironie ici? On prend sa bagnole, on prend pas l'escalier, mais à l'intérieur de ce bâtiment, il y a des machines qui peuvent simuler marcher. Il y a le treadmill, il y a le stepper qui fait simuler les escaliers, et puis il y a le spinning qui fait simuler le vélo. On paye pour ça, et au lieu d'être avec sa famille, avec ses copains, avec son amoureux, on fait ça. Oh, mais c'est fou, hein? Et c'est clair qu'on a besoin de bouger. Je parle souvent avec les médecins et les infirmières, les gens qui travaillent avec la santé. On demande, qu'est-ce que c'est le base de la santé publique? Et on a plus ou moins toujours la même réponse. On commence l'air frais. Même si on est au centre de Manhattan, l'air à l'extérieur, c'est toujours mieux que l'air à l'intérieur. Fait sortir. Bougie, c'est toujours mieux de bougie d'être assis. C'est clair, toujours parce que nous avons fait chasseurs-cueilleurs, nous avons fait pour bouger. Et finalement, c'est toujours mieux d'être dans la compagnie des autres d'être seul. Très facile. On peut demander, est-ce qu'on fait les endroits qui sont faits pour sortir, qui fait attirant, être dans les espaces publics, se bouger, être avec les autres gens, et où c'est fait pour les bagnoles, on a oublié les importances de la vie piétonne. En toutes ces questions, il faut toujours rentrer à Venise. Il y a presque toutes les langues, il y a quelque chose. Voir Venise, c'est mort. Et on peut demander pourquoi. C'est les Italiens qui n'arrivent pas à protéger leur bâtiment, les canals qui puent, c'est le plus cher pizza de sa vie. Mais c'est clair, c'est fascinant d'arriver à Venise. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de voitures, ça fait tous les sens marchent. On sent le café, le parfum,
On regarde, on peut toucher ces vieilles façades, on est dans des espaces intimes avec le contact avec les gens. Tout ce qui fait intéressant vivre, tout ce qui est sensuel, c'est superbe la ville de Venise. Il a tout. Et c'est clair que ça nous rend heureux parce que le cerveau dit, maintenant c'est bien. Maintenant, on utilise tous les 500, ça va mieux. Oh, c'est bien, je suis content. Même que si la pizza est chère. So, on peut demander, est-ce qu'on peut faire des choses différemment? On peut changer. Il y a une chanson qui s'appelle The Wonderful Copenhagen. Qu'est-ce qu'on a fait à Copenhague qui est si spécial? On a changé le travail de nous en suivant les changements à Copenhague pendant 50 années. Ça fait 50 ans, 5 mois, on a fait le premier rue piétonnée d'Europe à Copenhague. Et on a dit, ça ne va jamais marcher. À Copenhague, il fait froid, la pluie, le vent. C'est un pays protestant. Ce n'est pas les latinos. Les gens rentrent chez eux à 5 heures. Ça ne va jamais marcher. Et pour nous, avec les gens ne vont jamais magasiner sous la pluie. Si on peut stationner, garer sa voiture devant le magasin, les gens ne vont pas magasiner ici. Mais on l'a fait quand même. Et même l'hiver, c'est plein de gens dans les roues. Et peut-être ça fait un tout petit peu Venise, ça fait envie, on peut laisser courir leurs enfants, ça fait bien. On peut sentir le café et les saucissons. On peut bien, ça a un sens de bien-être. Même sous la pluie, les gens viennent, le climat, c'est un problème. Même avec la neige, les gens viennent, ce n'est pas un problème. Et ça va très bien pour les petits comme pour les grands. Tout le monde comprend ça. Nous travaillons toujours en changeant. Controversiellement, il y a 25 ans, il y avait un projet de quitter les voitures du port. 60 places de voitures, quand même, ça fait beaucoup de places de voitures. Et on l'a fait quand même. Et ça fait 600 places pour les piétons, 600 places pour les gens. Les soirées de l'été, 1200 personnes dans le même espace. Qui achète plus de bière, et glace et des poules? Mais c'est très bien. Et même, c'est important d'avoir un chiffre. Pour les journalistes, pour les policiers, on peut dire 60 espaces voitures, 600 places pour les personnes. Et c'est facile à comprendre. On peut changer même les petits roues. On n'a pas besoin de piétonniser partout. On peut faire des mélanges. On ne fait pas de shared space à Copenhague. C'est toujours le piéton qui est à première place. On fait les roues à priorité piéton avec les voitures, avec les vélos, pour faire pendant aux piétons. Et par exemple, il y a les grands roues. Et c'est clair que dans les grands roues, on n'interrompt jamais la fluidité du trafic. Mais pourquoi est-ce qu'on trompe la fluidité des piétons? Ça fait les petits roues à côté, on continue le trottoir et les voitures qui viennent du côté, qui viennent de la gauche ici, il faut venir comme invités chez les piétons, traversant le trottoir discrètement. Et ça fait un changement énorme de culture. Ça donne une dignité aux piétons. Et ça peut être un peu comme chez vous. Nous attendons toujours le printemps, peut-être longtemps. Et quel bonheur quand finalement c'est venu. Mais ce qui est fascinant dans ces derniers 50 ans de changement, surtout les derniers 25 ans, on a commencé à avoir les terrasses de café. On a augmenté l'été. Et c'est ça, on a des chiffres. Parce qu'on a commencé il y a 25 ans à voir les tables et les chaises sur les trottoirs. On a fait un système qu'on paye à la municipalité pour le droit d'occuper le trottoir. Ça fait, nous avons des chiffres très, très, très corrects pour année, le comportement des propriétaires des cafés-restaurants. Et on sait qu'il y avait 25 ans, c'était que juillet qui était le saison, que an par an, les saisons deviennent plus en plus longues. Et maintenant,
les saisons, qu'on l'appelle, on ne dit pas maintenant l'été, la saison commence au mois de mars et finir vers Noël. Et ça fait un changement de culture qui fait qu'on a appris les jours qu'il fait beau, on a appris que c'est bien d'être dans les espaces publics. Mais finalement, on peut essayer ça aussi. Quand il fait froid, on prend une couverture, on prend un vin chaud et rester là. Et ça fait un changement de culture qui fait, on peut être au café l'hiver, même aussi le soir. On peut vraiment célébrer le fait qu'il fait froid. Et c'est là, on commence avec les patinoires dans la grande place, mais on peut faire ça dans tous les petites places, même dans les banlieues, pour vraiment faire l'espace public est important. On peut tout faire, mais aussi des aspects de commerçants. Le marché de Noël, s'il commence vers Halloween, ça fait vraiment aussi envie d'être en ville quand il fait noir, il fait froid, et vraiment célébrer qu'il fait froid. Les Suédois, les Danois sont tellement fiers de leur duvet Canada Goose, parce qu'on peut le faire à la mode, de vraiment, finalement, il fait assez froid, je peux porter mon Canada Goose. Tout faire. Aussi tout faire pour séduire, trouver des façons innovatives pour un meublement de la rue, pour inviter les gens de sortir, utiliser l'espace public dans une manière créative. Et vous, je connaissais que vous, à Montréal, sont des experts des festivals, mais utilisant les festivals pour séduire les gens à revenir en ville. Nous avons plus en plus de festivals d'hiver pour faire comprendre aux gens on peut être dehors l'hiver, on peut sortir aussi, ça donne envie. Ici, on peut aller en ville pour un samedi, pour le festival de jazz. On peut même aller en ville un samedi où il n'y a pas de festival. Ça peut faire comprendre les gens qu'est-ce qu'il y a dans les villes. L'eau du port était tellement polluée. On a travaillé pendant des années dans la possibilité de se baigner. On a commencé avec une station bannière dans un des quartiers les plus pauvres de Copenhague, jusqu'où les gens n'avaient pas les sous pour sortir, aller en vacances. Mais ça est devenu une destination pour toute la ville. Et tout à coup, riches comme pauvres, les Copenhaguois, dans leur maillot de bain, se reconnaître en ville. Et maintenant, on a fait plusieurs stations bannières dans la ville et donnant la possibilité de se baigner, et aussi se bronzer et toute la culture avec en ville. Et puis, j'ai une image assez choquante. C'est pour comprendre la cruauté des Danois aux enfants. Que même quand les mamans prennent leur café, ils laissent les enfants à l'extérieur pour être plus fort, parce qu'on sait, on ne devient pas enrhumé à cause du froid, parce que c'est c'est beaucoup plus propre l'air froid. Et c'est bien pour les enfants s'habituer, tous les jardins d'enfants sortir hiver comme on était d'ailleurs. Et nous parlons d'une espèce de baby boom à Copenhague, quand ça devient plus en plus attirant pour les familles vivre en ville. Au banlieue, il n'y a que l'herbe. Mais en ville, il y a la culture, il y a tous les espaces publics. C'est vraiment l'envie de vivre en ville. Et ça fait des problèmes maintenant parce qu'on n'a pas assez de jardins d'enfants, d'écoles primaires en ville pour toutes les familles qui vivent en ville. Simplement, on a transformé, on a quadruplé la quantité des surfaces civilisées à Copenhague. On a 4 fois plus de gens. C'est assez facilement pour chaque mètre carré d'espace civilisé, on crée, ça sera utilisé par les gens. Simplement, on le fait ça assez attirant, les gens viennent. C'est la même chose, les meilleures conditions pour les vélos, plus de vélos. Très important pour comprendre le comportement du cyclisme à Copenhague, un réseau qui fait partout, et tout le monde, même le mémé, maman, l'enfant, un enfant de 8 ans, grand-père, il est à quelque part, tout le monde peut prendre son vélo. Nous avons fait un système qui était un peu Cycling for Dummies. Ça fait que très très simple, toujours très facile. Il y a le trottoir, il y a des pistes cyclables, il y a les voitures garées, puis les voitures, et toujours avec ce petit bordure,
Ça fait un changement de niveau tout petit de 8 cm, mais ça fait clairement, je suis chez moi. Et toujours, on prend la même direction de voiture, c'est très instinctif. On a la même direction des voitures, c'est facile à comprendre. Et ça fait, on évite les collisions. Et ça, c'est les accidents les plus dangereux. Même s'il y a un accident en voiture, bon, du côté, on peut peut-être casser la jambe ou le bras, mais si les collisions, ça fait des accidents fatales. C'est très important, toujours la même direction des voitures, très facile à comprendre, instinctif, et tout ce possible fait plus confortable à prendre son vélo. Et les étrangers viennent, oh c'est cute, le petit feu pour les vélos. On voit que c'est vert pour les vélos, rouge pour les voitures. Dans toutes les villes du monde, les gens les plus puissants sont les ingénieurs de trafic. C'est eux qui décident tout. On a négocié avec les ingénieurs 6 secondes d'avantage pour les vélos dans le trafic. Ça change 6 secondes avant pour les vélos. Ça ne fait pas beaucoup 6 secondes. Mais il faut penser 8h30 le matin au travail, red light, et puis 6 secondes le matin, quand on voit tous ces vélos passer, un loser, tout. Ça fait quelle différence? Et pratiquement, c'est très pratique parce que pour tourner à droite, c'est pratique si tous les vélos sont passés. Ça fait un win-win. Mais quelle différence? Il n'y a aucun groupe dans aucune ville du monde de plus conservateur que chauffeur de taxi. Toujours, bon, on va savoir la santé sur la mer, demande le chauffeur de taxi. Et puis, il y avait ces idées complètement idiotiques, une règle qui fait tous les taxis devraient prendre 2 vélos dans leur taxi. Oh, c'est des idiots comme ça. $200 pour rien pour acheter ce truc, pour mettre les vélos. Et c'est hippies, communistes, les gens avares qui prennent leur vélo, qui ne vont jamais être notre client. Mais ce n'était pas vrai. Les taxis ont pensé leurs buddies étaient les autres bagnoles, mais finalement, ce n'était pas vrai. Parce que si on a une voiture soi-même, on ne prend pas le taxi. Mais si on a un vélo, peut-être la neige, la pluie, on va faire la fête, on est fatigué, peut-être un bout de peu trop. C'est très pratique, ça, on peut changer, prendre le taxi. Et tout à coup, les chauffeurs de taxi ont compris que les vélos sont très, très bien comme clients. C'était très pratique. Et on a changé du coup, au lieu d'être hyper conservateur, tout à coup, les chauffeurs de taxi fait partie d'un système durable de la mobilité en ville. Ils ont fait comme plus de place pour les vélos. Dans les trains, un grand symbole bicyclette pour dire vous êtes bienvenus, il y a l'espace, c'est gratuit pour emmener son vélo dans le train. Souvent, on fait un voyage peut-être un peu compliqué, on prend son vélo à la gare ou à la station, et puis on prend peut-être le train 20 km, et puis on continue encore à vélo, très pratique. Même aussi dans le nouvel métro, c'est la même chose, un endroit flexible pour prendre les vélos. Et on parle souvent d'infrastructure, c'est très classique. On fait des pistes cyclables, on fait des petits feux, le maire venir couper la bande pour dire voilà, je vous donne 50 km de pistes cyclables. Mais c'est important aussi. On a besoin des sous aussi pour la culture, pour travailler avec les campagnes, l'éducation. L'importance d'éduquer pour les femmes immigrées. Elle n'a jamais fait le vélo comme enfant, mais la différence dans sa vie, elle ne va jamais acheter une voiture. Mais le fait qu'elle fait son vélo, elle peut prendre ce vélo, visiter sa famille, une autre partie de la ville, peut-être prendre un travail, parce que parler un peu plus long. Les campagnes pour les enfants, apprendre le vélo à l'école, d'aller au travail. Bon, toutes les campagnes de sécurité. Un des accidents classiques, c'est l'angle mort des camions qui ne voient pas les vélos. Fait penser les gens sur les vélos. Pense aux camions les angles morts, on ne voit pas. Pense à la porte de la voiture, quand on l'ouvre, peut-être on attrape un vélo. Tout ce possible fait penser que c'est possible de prendre un vélo, fait attirant le vélo. Et chez nous, les femmes danoises n'ont pas changé leur style, leur mode pour le vélo.
On n'a pas besoin du spandex. Tout le monde peut prendre son vélo. Les familles, les musiciens, les hommes importants qui travaillent à la banque. Tout le monde, toutes les familles, on peut prendre son vélo. Tout le monde peut prendre son vélo. Et nous sommes arrivants à 36, 37, 38% tous les jours prendre leur vélo. Et c'est pas mal ça, hein? Mais pourquoi? Pourquoi prendre leur vélo, les Copenhaguens? Bon, c'est scandinave, c'est l'environnement, c'est clair, c'est très important. C'est qu'1% des Danois prennent leur vélo à cause de l'environnement. C'est cheap. C'est que 6% qui disent prendre leur vélo à cause du prix ou quand on gagne de l'argent. Il faut bouger le corps, c'est important, presque 20%. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est égoïste quand même. Nous prenons leur vélo parce que c'est bien pour nous et parce que c'est convenient, c'est vite, c'est facile. Plus que 60% prennent sur leur vélo parce que c'est pratique. Nous sommes vraiment fascinés par les chiffres toujours pour comprendre. Et on a découvert que c'est beaucoup plus facile de changer le comportement des gens par rapport aux voitures. Au lieu de prendre le bus ou le métro, les gens avec les voitures sont habitués à conduire soi-même. On n'a pas d'horaire, on ne partage pas, on choisit même la route, la vitesse et tout. On peut faire exactement ça avec le vélo comme le bagnole. Et même l'hiver, nous continuons à prendre notre vélo. Ce n'est pas que pour les pauvres. Même notre dauphin, notre prince héritier, prend son vélo pour aller au jardin d'enfants avec le petit prince. Et même dans notre magasin de Louis Vuitton à Copenhague, il y a un vélo à la fenêtre. C'est à la mode. Mais est-ce qu'on peut exporter ça dans d'autres pays? Par exemple, Melbourne, un pays de la Nouvelle-Monde. Bon, vu de l'air, ça fait comme toutes les villes de la Nouvelle-Monde. Nous avons travaillé là, fait plusieurs rapports pour comprendre les espaces publics, la vie publique. Commencer par les vélos, c'est la homepage de la ville de Melbourne. On dit de pistes séparées comme à Copenhague. Et le voilà. C'est l'interprétation du système danois. Bon, déjà, on voit, c'est l'Empire britannique, tout à gauche. 8 cm à Copenhague, ça fait 20 cm en Australie. C'est l'esprit Crocodile Dundee. On a ça, ce largeur, parce que fait comprendre les Australiens, cette question de porte, c'était trop difficile, bon, à accepter. Et aussi, on a refait parce que c'est assez cher, le système danois, parce qu'il y a deux systèmes de drainage. Ici, on a fait une version un peu plus cheap, que la pluie peut tomber et on utilise le vieil système. Ça fait une interprétation du système danois pour la situation australienne. Et ça, c'est toujours noble. Ce n'est pas imposer quelque chose, c'est vraiment le traduire, l'interpréter pour une autre situation. Et on travaille dans tous les aspects, les espaces publics, peinture, fleurs, ameublement. L'importance de planter des arbres, ça fait pas de tout cher, mais la différence, ça fait avec ils sont arbres, c'est une différence énorme. Et juste la protection, le soleil, aussi protection du vent, que ça plein de gratte-ciel qui fait du turbulence, et même le bien-être pour souvenir les saisons. Et ça aussi donne valeur aux propriétés, aux immobiliers. Et c'est intéressant c'est clair que les rues avec des arbres ont plus grande valeur que les rues sans arbres. Et c'est pas cher planter les arbres. De trouver les possibilités, plus d'étudiants en ville, juste les saisons sans touristes, c'est bien avec les étudiants qui se mettent, parce que les étudiants étudient de temps en temps et des lectures, des conférences de temps en temps, beaucoup de temps libre. Et dans beaucoup de villes, nos villes, dans les cafés, dans les rues, les étudiants peuvent vraiment faire vivre la ville. Plus de gens qui vivent en ville, changeant le downtown pendant 20 ans, on a vraiment changé la culture de vivre en ville. Et on a vraiment l'envie de vivre dans la ville, tous ses avantages. Et en même temps, la quantité des espaces sans voiture a augmenté.
travaillant beaucoup avec l'ameublement de la rue, et parce que ça crée aussi les opportunités sociales pour se rencontrer. Et nous avons des meubles de design chez nous, et pourquoi pas aussi dans les rues, les espaces publics. Et un des projets pour nous les plus passionnants, c'est les Venelles. Les Venelles, les laneways de Melbourne. C'est là il y avait les dumpsters, les poubelles, il y a du graffiti, tout. Mais finalement, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de l'échelle humaine. Ça fait presque Venise, les petits rues 3, 4 mètres de largeur. Le parfait endroit pour un petit café. La protection de l'ombre dans le soleil fort en Australie. Les espaces, parce qu'on ne peut pas faire le week-end en Venise qu'on habite en Melbourne. C'est loin de l'Europe, en Australie. Et on change par le changement de culture. Dans les années 80, c'était toujours culture britannique. 2 cafés sur les terrasses en tout Melbourne. Mais pendant 20 ans, commence à changer. Il se parle d'un changement de culture. Et il y a plein des aspects passionnants. Mais le changement de culture, le fait de façon de faire vivre en ville, peut-être au lieu de 2-3 voitures, une voiture peut-être 100 voitures, ça aussi fait un rapport économique. Maintenant, on peut parler de micro-capitalisme. Au lieu qu'on achète une voiture tous les 3 ans, on met tout son argent au Japon, aux États-Unis. On peut garder cet argent en ville. On peut sortir parce que si on n'a qu'une voiture, au lieu de 2 ou 3, ou pour vivre sans voiture, on a plein d'argent pour sortir en café, au restaurant, pour donner son argent localement dans les boutiques et des business locaux. Ça fait c'est une question qui c'est pas encore une question à gauche ou à droite, parce que c'est une question locale et globale. Et finalement, un de mes projets vraiment le plus charmant, devant l'hôtel de ville à Melbourne, il y avait plein de problèmes, violence, les samedis soirs, les gens qui se battent. Et ça finit par faire un jeep de police qui était là tous les week-ends. Ça fait peur aux gens, la présence du jeep. L'architecte de ville, Rob Adams, qui est génie, a fait non, on va faire un kiosque, un fleuriste. La communauté a fait construire un petit kiosque. On a fait un louer incroyablement cheap, mais avec juste quelques règles. Nous donnons ce kiosque presque gratuit en plein milieu de la ville, mais il faut être ouvert jusqu'à minuit tous les jours et 24 heures sur 24 le week-end. Ça fait, au lieu d'un jeep, devant l'hôtel de ville, il y a un fleuriste. Ça sent beau, ça fait beau. Il y a toujours quelqu'un là, et ça change complètement l'ambiance. C'est gentil, on peut promener, c'est sûr, on est plus sécure. Avec ces petites expériences, avec les fruits, avec les fleurs, on peut changer vraiment la ville. Et Melbourne, peut-être, au lieu d'être une ville, le nouvellement, ça fait plutôt Paris. Et intéressamment, c'est nos amis chez Economist Magazine, ils sont assez intéressés par ces questions et Melbourne a trouvé son première place parce qu'il y a une liaison très forte entre vivabilité et économie. Parce que les économies, les gens avec grands talents, les compagnies les plus importantes, choisir les villes avec convivialité, avec vivabilité. Finalement, est-ce que prendre ces expériences à New York, vraiment la ville peut-être plus dure, plus conservateur dans ces questions, Mayor Bloomberg avait une vision de faire une ville plus vivable, plus durable, changeant le comportement des gens. C'est assez passionnant de venir à New York, penser Central Park, toute cette diversité. Mais quand on arrive là à New York, ça fait dur. Hein? C'est dur de promener. Deuxième mot très difficile pour un Écossais, les échafaudages. On a parlé des échafaudages à Broadway et nos collègues de New York n'ont pas compris. Mais quel échafaudage on comprend? 30% de Broadway, ça fait échafaudage. Mais les New-Yorkais ne les voient pas. On devient meilleur dans sa ville, on ne voit pas toutes ces choses parce qu'on est habitué. C'est comme ça. Question de prendre son vélo,
C'était vraiment difficile. Et on peut dire que prendre le subway avec le vélo, c'est pas Copenhague. Pas facile. Eh bien, on est arrivé là, l'espace public le plus connu du monde, Times Square. C'est ça? On est en train de... Parce que c'est très... OK, on va refaire, on va changer tout, on va lever la voiture, mais c'est pas assez d'avoir des bonnes idées. Comment on peut communiquer des idées, comment on peut changer la vie des gens qui sont habitués que la ville, c'est comme ça. On a commencé par mesurer. Ou simplement, on a calculé que 90%, 90% de Times Square était voirie. C'était pour les voitures. Que 10% de Times Square était place piétonnée. Mais utilisateurs, les users de Times Square, c'était 90% piétons. Ça fait 90% des personnes ont que 10% d'espace. Les mathématiques, c'est assez facile. Et pour les journalistes, pour les politiciens, ça fait un peu de débat. Tout le monde comprend ça. Et nous commençons toujours tous nos projets contents d'avoir des informations quantitatives, collectives sur les espaces. On a compris tout de suite qu'il y avait problème des trottoirs. Il n'y avait pas assez de place sur les intersections. Les gens tombaient devant les voitures parce qu'il n'y a pas de place quand on essaie de traverser la rue. Et c'est juste là on est arrivé, on a compris que c'est les ingénieurs qui décident tout. On a parlé de changer les trottoirs et les ingénieurs de trafic disent non. Flushing, Main Street, en Queens, 56 000 mouvements véhicules par jour. 56 000. Ça fait 56 000 voteurs. Monsieur le maire ne touche pas ça. Et c'est clair, mais le problème est que personne n'a compté les piétons. On n'a jamais compté piétons à New York. Ah ben finalement, 46 000, 51 000, presque 100 000 piétons à Flushing Main Street. Monsieur le maire, 100 000 voteurs. C'est commencé comme ça. On sait de démographie, 30% de la population de New York, c'est des personnes âgées, ça fait plus que 65 ans, ou mineurs, ça fait moins de 14 ans. Enfants et personnes âgées, 30%. Mais tous les espaces publics qu'on a regardés, il n'y avait que 10%. Ça fait 20% de la population n'était pas là. Et c'est clair que les mémés ont peur de traverser la rue. Qui peut quitter ses enfants en plein New York? Les enfants ne peuvent pas voter, les parents peuvent voter, et les personnes âgées votaient beaucoup, et agressivement. Et ça fait que pour le maire, c'était très intéressant de vraiment travailler avec ça. Et nous travaillons avec les stratégies parce que New York était fait pour promener. C'est tout plat, c'était dense, c'est fait pour prendre le vélo, tout est très proche. On a travaillé avec les stratégies, avec la fleuve, avec les connexions, pour faire vivre les grandes avenues, les boulevards. Maire Bloomberg il a parlé, je veux un Champs-Élysées. Je veux un Champs-Élysées ici à New York. Il dit, est-ce qu'on peut faire Broadway comme une espèce de collier des perles, comme un Champs-Élysées à New York? Des idées pour piétonniser les districts locaux jusqu'à en sorte de subway, des lieux plus conviviaux. Mais c'est que des dessins. Et c'est très difficile à convaincre les gens avec les dessins. C'est abstrait, presque tout le monde comprend. On faut faire quelque chose de vrai. 2007, on a commencé avec Summer Street, les rues d'été. 3 samedis, on a fait fermer Fifth Avenue pour faire expériencer comment une ville sans voiture. Et quelle expérience! Vous connaissez tous les comédies américaines, on voit la fontaine d'eau les lundis matins. Vous étiez en ville le week-end. C'est incroyable. On a écouté la chant des oiseaux en Manhattan. Nos enfants ont pris leur vélo. On donnait une expérience. Tout le monde a parlé de cette expérience. Parce que la plupart des gens, ils ne peuvent pas aller à Copenhague pour expérimenter un truc comme ça. Mais pour le maire Bloomberg, c'est important parce que le plus pire d'être maire est commencer un projet
Et ce n'est pas fini pendant cette période, et ça fait que le prochain maire qui coupait le monde. Et Mayor Bloomberg ne voulait pas ça. Il y avait une femme fantastique, Janet Sajid-Khan, Commissioner of Transport à New York, hyper fort, vraiment travaillé pour faire quelque chose maintenant avec le personnel du Department of Transportation, travaillant, fait ça vite avec des projets pilotes. On ne peut pas attendre 5 ans pour permission de construire. On ne peut pas attendre 6 ans pour études sur l'environnement, impact. On fait quelque chose maintenant. On fait des projets pilotes sans permission. On ne va pas faire des gravures, on va juste mettre la peinture. On va faire des espaces publics avec les peintures et dans une période de 48 heures, on peut changer les roues avec peinture. Faisant, bon, ça fait du vert pour les vélos, ça fait beige pour la place publique. Il n'y a rien qui est de gravure, il n'y a que des pots, les plantes pots, les parasols. Et changer radicalement l'expérience de la ville. On peut faire ça très vite. D'un jour à l'autre, on peut changer la ville. Et on peut se demander, c'est d'où ces gens avant que les couleurs. Times Square, on ne le voit pas vraiment ici, on a fait une peinture rouge, qui a fait le tapis rouge de théâtre. Et c'était que de peinture. Et quelle différence! Et pour le Yankee le plus conservateur que de jamais envie d'aller à Copenhague, on a compris que tout le monde, même les gens qui n'ont jamais voyagé, même les gens qui n'ont jamais fait du college, peut s'asseoir dans un espace public et ça fait du bien. Tout le monde peut faire ça. On n'a pas besoin d'une éducation pour faire ça. Tout le monde sait faire ça. Et quelles différentes villes. Le fait que les gens des différents pour les espaces publics. Et juste aux États-Unis, il y a des extrémités de pauvres et riches, que les riches n'ont pas d'habitude avec contact avec les gens plus pauvres. Quelle différence pour la démocratie! Quelle ville différente! Et c'est clair que ça fait des impossibilités pour être ensemble. Et après un moment, l'économie et l'argent ont compris qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui passe ici. Les grandes compagnies de design ont venu, finalement, il y a pas quelque chose ici à Broadway. On peut peut-être sponsoriser discrètement avec notre tissu. Et c'est clair, la longueur de Broadway, ça va mieux pour les restaurants, les cafés, les boutiques. Il y a un nouveau business qui ont ouvert. Ça fait plein d'emplois. Juste que ces petits changements du espace public ont changé le comportement des gens, mais aussi la vie du business, l'économie de la ville. Mais pour nous, c'est plus important de faire une ville plus accessible, plus confortable, plus conviviale pour les gens. Et le plus important, peut-être, c'est la vie de tous les jours des New-Yorkais. C'est clair, on fait des projets culturels avec Grande Place de l'Opéra, la Maison de Culture, mais ce n'est pas vraiment souvent dans la vie qu'on va à l'opéra. Mais si on peut faire quelque chose pour tous les jours, qui est vraiment amélioré ma vie de tous les jours, ça fait une différence énorme. Et ça fait un grand plaisir d'avoir encore une famille qui, avant, apprenaient leur Jeep pour aller à baseball, maintenant prend leur vélo. Et on pense aux petits pandas et le bon environnement. Ces enfants vont pousser à être des adultes différents parce que leur enfance, leur vie était différente. Ils ont parti d'une vie conviviale, sociale de la ville. On a fait parler avec des Écossais qui ont pris leurs photos dans la rue. Toutes ces expériences qui n'étaient pas possibles avant. Et pour nous, c'était important de toujours compter, d'avoir des chiffres, parce que c'est important pour les politiciens, pour dire avant et après les changements, pour faire convaincre les gens. Il y a toujours des questions. Et c'est toujours bien d'avoir des chiffres, parce que c'est clair, les architectes, les paysagistes, les urbanistes, les chiffres ne sont pas sexy, mais de temps en temps, c'est pratique. On peut changer, et le fait qu'on peut changer Times Square de ça à ça. Mais maintenant, on peut poser la question. Eh bien, ça fait 5 ans d'expérimentation. Vous voulez rentrer? C'est que la peinture, on peut rentrer. Non, mais maintenant, on a la culture, on comprend bien que c'est bien pour la ville, les business, les gens privés comprennent l'importance. Et maintenant, on peut faire un projet de luxe
avec du pierre, des sols en granit, les banques de design, parce que tout le monde comprend la culture. Tout le monde comprend, on fait des gravures dans les rues pendant 3 mois pour le refaire, parce qu'on comprend la culture, on comprend pourquoi. Et finalement, comme il dit Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it anywhere, it's up to you. Peut-être aussi à Montréal. Merci beaucoup.